Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexandre Gomez. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'enseignement du web. Donc, je vais me présenter d'abord. Je suis développeur full stack. C'est un mot un peu fourre-tout pour dire que j'ai bossé donc, en tant que dev back par le passé, dev front, j'ai fait un peu d'ops, j'ai touché à tout ce qui est blockchain. Voilà, c'est un mot fourre-tout. Je me concentre aujourd'hui dans l'ingénierie front. Donc je viens de commencer chez Product Board, qui est un outil de product management, nouvelle génération si on peut dire. S'il y en a parmi vous qui connaissent ici, qui ont utilisé? Super. Donc voilà, je vous invite à regarder si vous avez déjà eu des problèmes au niveau du product management à plus haut niveau. Euh, Vous avez des fonctionnalités, vous n'êtes pas sûr que ça va être bien accueilli par les utilisateurs, ou vous avez des problèmes pour prioriser. Ça va beaucoup vous aider, c'est un outil nouvelle génération. Donc on a notre engineering à Prague, en République tchèque, où j'habite depuis quelques années, donc je suis expatrié là-bas. Je suis autodidacte, donc ça va être au cœur de ce talk, réellement. Je suis ce qu'on pourrait appeler un JS geek, donc je m'intéresse beaucoup à JavaScript, donc à JavaScript en lui-même, mais aussi au superset de JavaScript, aussi à Node. J'essaie de voir ce qui se fait au niveau de différents moteurs, au niveau de V8. J'essaie de voir ce qui se fait au niveau des nouvelles propals pour TC39. Donc si vous avez envie de discuter du futur du langage, ce sera avec plaisir. C'est mon premier talk en France et en français, donc je m'excuse d'abord si je vais avoir des anglicismes ou des néologismes qui ne sont pas nécessairement corrects. Ça risque d'arriver. Donc aujourd'hui, on va parler de l'enseignement du dev. Tout d'abord, je vais passer une grosse partie de ce talk à vous parler de mon histoire, comment je suis tombé finalement dans le développement, puisque c'est une histoire assez particulière, mais finalement révélatrice des soucis de l'enseignement de manière générale en France. Et aussi, ça va vous expliquer un certain mindset, en fait, qui je pense est très adapté au développement. C'est un mindset que j'essaie de transmettre dès que je mentor, par exemple. Ensuite, je vais vous parler de tout ce qui est problématique dans les enseignements, dans les structures classiques. Donc ça peut être la fac, mais je ne vais pas me concentrer dessus, puisque je pense que la fac, on sait tous déjà euh, ce que c'est, hein, donc c'est daté, ça apporte des bonnes bases, etc. Mais je vais me concentrer sur ce qui est bootcamp, école et formations diverses et variées en France et à l'étranger. Et ensuite, je vais vous présenter rapidement quelques initiatives qui, je pense, révolutionnent totalement l'enseignement et qui sont des modèles desquels on peut s'inspirer. Donc, je vais me plaindre, hein, ça va être une grosse partie de ce talk, je vais passer mon temps à me plaindre. Donc, je suis revenu en France de Prague pour ce talk, donc voilà, c'était à prévoir. Est-ce que quelqu'un se souvient de cet objet ou a déjà utilisé à l'école? Voilà, donc on voit les plus d'entre nous qui connaissent. Alors c'est un rétroprojecteur, et sur les rétroprojecteurs, on pouvait mettre ce qu'on appelle des transparents ou des feuilles de calque. Et la particularité, c'est qu'on pouvait en mettre plusieurs à la suite, possiblement, ou bien dessiner dessus. Et j'ai envie en fait que vous gardiez en tête cette image tout le long du talk, puis cette idée vraiment de superposition de calques. Vous pouvez imaginer les calques sur Photoshop, c'est exactement la même chose. Ou vous pouvez imaginer CSS, c'est la même chose. Ou vous pouvez imaginer la programmation orientée objet. Bref, ce sont des notions similaires, mais je pense que vous pouvez garder cette image en tête, ce sera celle qui va vous aider le plus à comprendre. Donc avant de commencer, comme je vous ai dit, je vais surtout vous parler de mon histoire. Donc je vais revenir pas mal en arrière, hein, donc je ne vais pas vous refaire l'histoire de l'humanité, je ne vais pas remonter jusqu'aux dinosaures, mais je vais remonter jusque à mes débuts et comment j'en suis venu à aimer l'informatique et le développement. Donc j'ai un rapport assez particulier à l'éducation, peut-être pas si particulier que ça pour beaucoup de développeurs autodidactes finalement. Donc, étant petit, j'étais très curieux et j'avais a priori un haut potentiel sur les professeurs intellectuels. Euh, je ne le voyais pas en pratique puisque j'étais en échec scolaire dès le plus jeune âge.
Donc officiellement en France, on a vraiment une notion d'éducation pour tous et finalement les mêmes chances pour tout le monde. Je pense qu'en réalité, c'est pas exactement ça, puisque il y a plein de choses qui vont faire que ça va pas être les mêmes possibilités pour tout le monde finalement, d'apprendre et d'être en réussite scolaire. Dans mon cas, j'avais des conditions financières, logistiques qui n'étaient pas nécessairement adaptées, donc des parents ouvriers, euh, pas l'opportunité d'apprendre au quotidien, et finalement même pas cette optique de l'éducation c'est important. J'ai pas du tout été élevé dans ça. Et c'est vrai que du coup pour moi l'école c'était un concept finalement où je ne me plaisais tout simplement pas, où je ne réussissais pas. Et j'ai très rapidement eu cette notion d'échec scolaire égale échec de manière générale. On a tous eu des profs qui voyaient l'échec scolaire comme finalement le résultat de quelqu'un qui est idiot, on pourrait dire. Et puis un beau jour, j'ai découvert ça. Donc j'ai commencé avec Windows 98, je crois, mon premier ordinateur, qui n'était même pas le mien, ça devait être dans une bibliothèque, ou, je crois que c'était ça, je crois que c'est une bibliothèque. Et là, ça a été finalement la révolution pour moi, puisque c'était un accès à la culture, mais c'était pas juste un accès à la culture, c'était un accès à la culture libre, un accès à la culture peer-to-peer, sans prof, sans cours, sans heures où on doit aller pour apprendre, c'est vraiment libre, c'est au rythme de chacun. Et c'est surtout communautaire. Et je pense que vous vous demandez sûrement à l'heure actuelle pourquoi je remonte aussi loin dans mon histoire. C'est parce que ce moment, avec mon premier ordinateur, ça a été le début du mindset que j'essaie d'enseigner, ce mindset autodidacte. Et très vite, je me suis servi de l'ordinateur non pas pour apprendre plein de choses sur tout et n'importe quoi, mais vraiment pour apprendre plus de choses sur l'ordinateur et son fonctionnement. Donc ça a été une méta-utilisation, si on peut dire. Donc cette méta-utilisation, je pense que la matrice, c'est la représentation la meilleure qui puisse être faite, puisque j'ai eu vraiment ce sentiment d'avoir cet outil impressionnant de moi et de pouvoir finalement, grâce à cet outil en lui-même, voir son fonctionnement. C'était magnifique. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à comment ça fonctionne dans les détails. Et je crois que j'étais assez rapide, puisque à 13 ans, j'avais déjà euh, testé des cinquantaines de distributions Linux sur des live CD de 700 mégas. Hein, donc quand les autres étaient en train de jouer au billes, moi j'étais là en train de graver des CD de 700 mégas, attendre que ça grave, booter dessus et voir comment ça fonctionnait. J'avais commencé à développer aussi rapidement, j'avais fait des premières lignes de code en VBA, donc un remake de Pong en VBA. J'étais aussi investi dans la communauté PSP, je ne sais pas s'il y en a qui ont été dans cette communauté à l'époque. C'est une communauté de hacking ou homebrew on peut dire, qui était très très populaire en France. Et pareil, il y avait cette même notion de communauté qui je pense est très très importante pour les développeurs. Et donc là, vous dites sûrement, ok, c'est simple, tu as fait tout ça, cet âge-là, bon, le parcours est tracé. Le parcours est tracé, il a fait des études de dev, il est devenu dev, voilà, fini. Mais comme je vous ai dit, c'est pas aussi simple, puisque il y avait un gros fossé entre ma manière à moi d'apprendre et tout ce que j'avais finalement appris et réalisé à ce moment-là, et l'éducation nationale et son enseignement, puisque, je vous rappelle, j'étais en échec scolaire, et j'étais toujours en échec scolaire, même en ayant appris tout ça. Euh, et c'est vrai que c'est un enseignement qui, je pense, est assez peu humain en France. Alors on a d'autres modèles, comme les modèles nordiques, qui sont vraiment au cœur, où on met vraiment l'humain au cœur de l'enseignement. En France, c'est vrai qu'on est encore sur les notes, on est vraiment sur apprendre les choses par cœur. Même d'ailleurs dans les études de computer science, c'est aussi souvent ça, c'est pour ça qu'il y a des alternatives. Moi, pour le coup, voilà, j'étais en échec scolaire et j'avais ce sentiment de tout simplement avoir un système qui ne me convient pas,
qui ne me convient pas. Et d'ailleurs, de ce décalage, j'ai fini sur des études qui étaient pas du tout adaptées. Alors, j'ai pas fini sur des études scientifiques, j'ai pas fini sur des études économiques et sociales, j'ai fini sur des études littéraires, puisque la logique de mon prof à cette époque était, il est bon en anglais, et au lieu de chercher à comprendre pourquoi, c'est-à-dire parce que je faisais du développement, on a pris la conséquence. Ah, bon en anglais, d'accord, bon, et bah, études littéraires. Et c'est assez symptomatique de l'éducation à la française finalement, de ne pas chercher à comprendre les différentes forces de chacun. Et ça aussi, on va dire, modelé mon rapport à l'éducation et au travail, puisque j'étais dans cette idée de, bon, bah, j'aime pas mes études, mon travail. J'avais donc fait des études littéraires, j'avais eu mon bac par magie, on ne sait pas comment. J'avais fait quelques années de fac, d'études littéraires aussi à la fac. Est-ce qu'il y en a aussi parmi vous qui ont été dans ce modèle dans cette idée de, bon, bah, j'aime pas mes études, c'est normal, la programmation c'est juste un hobby. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez été là-dedans? Voilà. Et j'imagine que vous avez par la suite été soit autodidacte, soit fait des écoles. Mais dans ces cas-là, en général, on finit pas vraiment par aller à la fac, tout simplement parce que c'est un système dans lequel on ne se reconnaît pas. Et puis un jour, je crois que c'était il y a un peu plus de 3 ans, du coup, je me suis dit, j'étais en train de discuter avec des amis et on parlait de différentes études. Et j'ai appris que on pouvait être dev sans études, juste avec des compétences, juste avec de la passion. Et je me suis dit, mais attendez, là, ces skills que je cultive depuis des années, qui sont un hobby, même un plaisir limite que je cache, puisque c'est mal vu par l'éducation nationale, ça a de la valeur. Et ça, je peux avoir un travail qui me plaît avec. Et enfin, ça a été la révélation. Je me suis dit, ok, je vais être développeur, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai été dans cette même démarche, donc toujours c'est le mindset duquel je vous parle, de rechercher vraiment à fond toutes les options. Donc je crois que j'ai passé 1 an à chercher toutes les options qui s'offraient à moi. Il y avait l'université qui va être plutôt computer science, il y a les écoles qui vont être plutôt pour du web ou à la limite de la computer science plus haut niveau. Il y a des bootcamps qui, eux, vont être très majoritairement pour du web, quoique j'en ai vu qui font de la data science, ce genre de choses, mais globalement, c'est du web. Et sinon, l'option e-learning. Personnellement, l'université, mes conditions faisaient que c'était trop long pour moi, je ne pouvais pas me permettre d'étudier encore pendant quelques années. Les écoles, c'était aussi trop long, bien souvent trop cher. Et je ne voyais pas la différence finalement avec un e-learning. Et il y avait les bootcamps. Les bootcamps, le postulat de base, c'est OK, en 3 mois ou moins, vous êtes dev. C'est le postulat de base. Et du coup, j'ai fait un bootcamp à Prague. C'est là d'ailleurs que j'ai atterri à Prague. J'ai fait un bootcamp. C'était la première édition, c'était pas nécessairement le meilleur. C'est même pas nécessairement le meilleur à l'heure actuelle d'ailleurs. Mais le contenu est assez similaire en fait à ce qui se fait dans les 3 quarts des formations, les 3 quarts des bootcamps. Donc on va avoir un cursus web, on va vous apprendre le HTML, le CSS. Une fois que vous connaissez ça, on va faire un peu de programmation et très vite on va apprendre un framework. Ça peut être un framework PHP, à l'occurrence Laravel. Ça peut être, je sais qu'il y a Rails qui était très populaire il y a quelques années dans les bootcamps. Je ne sais pas si ça se fait toujours, je pense. Et du coup, j'ai pu voir les pain points, ce que j'appelle les pain points, donc les inconvénients dans ce type d'enseignement, et qui font que cet enseignement est assez lacunaire à mon avis. Donc il va y en avoir plusieurs. Le premier, c'est qu'il y a un manque d'incentive financière. Donc moi je l'ai ressenti, j'ai vraiment eu cette vision de ok, je leur ai donné de l'argent, j'ai fait ce bootcamp et l'enseignement était vraiment pas adapté, mais cette institution ont pris mon argent et du coup le contrat finalement était rempli. Et le contrat était rempli et j'ai eu un enseignement que j'appellerais un enseignement de surface. Donc ça va être un enseignement où on va vous apprendre la syntaxe au lieu de vous apprendre les concepts. On va vous apprendre un framework au lieu de vous apprendre un langage. C'est quelque chose qui est mauvais à mon avis et qui peut même être dangereux pour un apprentissage pour la suite.
puisque ces bootcamps ou ces écoles se mettent dans une idée, ont un biais cognitif pardon, qui s'appelle le biais cognitif, le biais d'expertise. Alors j'ai cherché, j'ai pas trop de références en français. En anglais, ça s'appelle expertise bias. Et c'est en gros cette idée de se dire, ok, je connais très bien un sujet, je connais très bien mon sujet, je suis bon, et du coup, les gens à qui je vais l'apprendre, eh ben, le connaissent aussi très bien. Et du coup, je vais pouvoir leur expliquer les choses de manière euh, à très haut niveau ou à très bas niveau, et ils vont comprendre. Alors que non, quelqu'un qui apprend, il faut vraiment commencer des bases et aller de là. Donc il y a aussi un manque de contexte, c'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, qu'on vous apprend le JavaScript, on va vous apprendre le JavaScript, mais on va vous dire, ok, c'est à ça que ça sert aujourd'hui, c'est ça qu'on peut faire avec JavaScript, et même une histoire, c'est ça l'histoire de JavaScript. Et ensuite, il y a aussi un gros problème, c'est les stacks modernes. Donc sur la description de ce talk, j'avais parlé des SPA. Aujourd'hui, on ne fait pas du web comme on faisait du web il y a 6 ou 7 ans, avant les premiers frameworks ou les premières librairies SPA. Aujourd'hui, on fait du web très principalement avec React ou Angular ou d'autres single-page app frameworks qui, en gros, change totalement cette idée de j'envoie une requête au serveur, le serveur me renvoie une page. Non, c'est plus du tout pareil aujourd'hui. Pareil pour le back, on a plus des microservices. Donc les frameworks monolithiques aujourd'hui, bon, il y a encore du travail à prendre dans ces stack-là, mais c'est pas ce qui se fait en général. Et pareil, toutes les nouvelles startups, etc., n'utilisent pas ça. Mais le problème, c'est que pour comprendre ces stacks modernes, en fait, il faut comprendre comment ça fonctionne de base. Et c'est cette même idée chez les bootcamps de, ok, bon, on va vous apprendre ce stack moderne, mais si vous ne savez pas comment fonctionne une requête réponse avant que ces stacks arrivent, vous n'allez pas comprendre. Ensuite, le manque d'incentives financières. Donc, comme je vous ai dit, l'idée c'est vraiment de faire de la communication. Donc, on a des quotas. Hein. Sur les pages d'accueil des bootcamps, vous allez voir 98% de nos élèves ont trouvé un travail après. D'accord? Mais quel est ce travail? Est-ce qu'il est bien payé? Est-ce que ces élèves vont pouvoir s'améliorer de ce travail? Puisque c'est bien de commencer en tant que junior, faire de l'intégration, peut-être un tout petit peu de JavaScript par-ci par-là. Mais si dans 5 ans, ces élèves font toujours la même chose et qu'ils n'ont rien appris, et qu'ils sont bloqués sur un stack en particulier puisqu'ils en connaissent juste la syntaxe et qu'ils ne connaissent pas les concepts, je pense que c'est dangereux, que ce soit pour eux ou que ce soit pour le domaine de la tech en lui-même. Et il y a une certaine impunité puisque cet enseignement, encore une fois, c'est une idée de contrat. Le contrat est rempli. On vous enseigne quelque chose, le contrat est rempli. Ce modèle financier il est assez défavorable pour les élèves. Et ensuite, donc, encore une fois, l'enseignement de surface, c'est un enseignement qui est basé sur les frameworks, sur les librairies. Donc on va vous dire, ok, on va vous mettre en fait des keywords comme sur Google. Vous savez, les recruteurs qui vous envoient des offres d'emploi, nous cherchons un développeur, et là ils mettent React, Redux, Node, et ils vont vous mettre plein de keywords comme ça à la suite. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Ces formations se disent, ok, on va prendre tout ce qui fait le buzz en ce moment, tout ce qui est en demande dans le domaine, et on va vous l'apprendre. C'est bien, mais j'ai vu énormément de candidats lors de recrutement que j'ai fait qui connaissaient React, c'est-à-dire on connaissait la syntaxe. Donc ils connaissaient la syntaxe, et dès qu'on leur demande d'accord, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais comment ça fonctionne? Non, ils ne savaient pas l'expliquer puisqu'ils en connaissaient juste la syntaxe. Et pour beaucoup, ils ne connaissaient même pas JavaScript derrière, sachant que React, ça reste grosso modo du JavaScript. Ou une syntaxe de JavaScript, si on peut dire. Et encore une fois, un job de dev en 3 mois, c'est le contrat. Et c'est ce qu'on vous apprend. Donc effectivement, ils ont un job de dev en 3 mois, sans pouvoir évoluer par la suite. Il y a aussi un certain manque de contexte, et ça c'est quelque chose lors de mon apprentissage que j'ai beaucoup vu, quelque chose qui m'a posé des problèmes. Quand on est dev, je pense que le plus dur en fait c'est pas de coder, parce que coder en fait ça s'apprend,
Et ça ne prend même pas tant de temps que ça. Je pense qu'en une année, vous pouvez être un bon développeur ou un bon codeur, je dirais. Par contre, ce qui va poser problème, c'est d'accord, j'ai tant de solutions pour résoudre un problème, quelle va être la meilleure et même qu'est-ce que j'essaie de résoudre finalement. Puisque finalement, coder, c'est la partie simple, mais avoir tout un modèle mental sur ce qu'on veut faire, savoir ce qu'on veut faire, hein, c'est le plus important. Si je ne sais pas comment le web fonctionne, comment je vais savoir comment résoudre un problème, je ne sais pas, au niveau de l'optimisation par exemple, je ne vais pas pouvoir, puisque je ne vais pas avoir le contexte nécessaire. Donc, bah, des solutions, il y en a. La première, c'est que je conseillerais à ces formations diverses d'éviter les frameworks aussi longtemps que possible. Puisque les frameworks c'est bien, mais un framework ça se pose en plus d'un langage ou d'un concept existant. Donc c'est cette même idée de rétroprojecteur et de calque que je vous disais. Enseigner le fonctionnement du web et contextualiser l'apprentissage. Par exemple, learning by doing, c'est-à-dire essayer de vraiment expliquer le fonctionnement d'une requête, d'une réponse. Ok, c'est bien. Et du coup, tu peux utiliser tel langage ou tu peux le faire comme ça. 3 mois pour être dev aussi, je pense que le postulat de base, je comprends d'où ça vient, puisqu'on a une grosse demande pour les développeurs en ce moment, que ce soit en France ou à Prague où je suis en ce moment, ou même dans la Silicon Valley où Product Board on opère. On a une grosse demande pour les devs. Et 3 mois pour être dev, ça répond à une demande de la part des entreprises, qui ont besoin de dev, mais aussi de la part des développeurs qui, dans des pays comme les États-Unis, vont en général payer 40 000, 50 000 dollars l'année pour l'éducation. Ils ont un bootcamp à 10 000 dollars. Ça a plus de sens. Mais je pense que c'est tout simplement impossible. Ou alors il faut vraiment le revoir totalement et se dire qu'en 3 mois, on va vous apprendre des bases, on va pas vous apprendre à être dev. Et c'est un mindset en fait aussi qu'il faut transmettre, et c'est pour ça que je parlais de mon histoire, puisque le mindset que j'ai acquis avec ma façon d'apprendre, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour le dev et qu'il faudrait transmettre en fait. C'est même pas des concepts ou des librairies qu'il faut apprendre, qu'il faut enseigner, pardon, mais c'est apprendre à apprendre. Et je vois des écoles comme 42 ou Epitech, je ne vais pas nécessairement être d'accord avec tout ce qu'ils font. Après, c'est sujet à débat. Par contre, quelque chose que je trouve formidable chez eux, c'est qu'on va vraiment jeter les élèves dans le bain et se dire, ok, vous apprenez. Et du coup, ils vont prendre ce truc de développeur, ce mindset en fait. Des institutions aussi qui ont compris que l'enseignement était cassé, il y en a. Alors il y en a deux que je connais. Il y en a une qui s'appelle la Lambda School, d'ailleurs j'ai fait une petite coquille, excusez-moi, c'est la Lambda School aux États-Unis, qui va vous proposer en 9 mois de devenir développeur avec des enseignants de chez Facebook, de chez Google et d'autres gros. Et le fonctionnement, le business model, c'est que, ok, on va vous enseigner, on va vous apprendre à être développeur, c'est gratuit, vous ne payez rien. Par contre, quand vous aurez un travail, vous nous paierez 10% de ce que vous gagnez pendant X années, mais seulement si vous gagnez plus qu'un certain salaire. Et ça, c'est formidable, puisque du coup, ça rééquilibre en fait le fossé en fait, qu'il y avait dans les institutions existantes. Il y a vraiment un équilibre. L'enseignement, il est inhéremment bon dans ces cas-là, sinon ça s'écroule. Sinon la boîte s'écroule. Il y en a une autre qui s'appelle Founders and Coders à Londres. L'idée va être assez similaire. Ça va être d'avoir quelque chose qui est gratuit. Par contre, les boîtes en fait vont payer ce Founders and Coders. Donc pour pouvoir récupérer leurs élèves ensuite. Du coup, si l'enseignement est mauvais, ils vont arrêter de les payer. Et voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que ce talk vous aura permis de vous poser des questions en fait sur l'enseignement, ou peut-être repenser ce que vous en connaissez. Vous pouvez me suivre sur Twitter où je me plains beaucoup, comme ici. Et sinon, je serais ravi de discuter après le talk, puisque c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur et duquel je veux discuter depuis un petit moment. Et en France, tout particulièrement, puisque c'est de là que je viens.
Et je pense qu'il est encore plus problématique ici qu'il peut l'être dans d'autres pays. Voilà. Et du coup, 5 minutes de questions. Oui. Oui. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport aux deux formations que tu as présentées aux US et à Londres. Est-ce que tu as du coup étudié leur façon de faire, un petit peu leur méthodologie, et qu'est-ce qui te permet de dire par rapport à ce que tu as pu voir des bootcamps ou des formations ici qui est différent et qui vaut que ce soit sur ta présentation par exemple? Oui, alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de m'étendre sur le fonctionnement des deux. Alors pour la première, c'est simple, c'est 9 mois. Donc on part sur quelque chose de beaucoup plus bas niveau et on part vraiment sur des bases, sur des concepts de base et ensuite on grimpe sur des librairies ou des langages etc., au fur et à mesure. Donc ça va être plus proche finalement de ce qui se fait dans une université, puisque l'université ça reste le roi pour apprendre les bases en fait. Et pour la seconde, alors c'est un peu différent, on enseigne du Node. Du coup, le postulat de base, c'est OK. Nous, on vous accepte seulement si vous avez complété des défis, des katas sur un site qui s'appelle CodeWars. Vous devez avoir un certain ranking dessus et vous devez être actif sur notre communauté. Donc, si vous n'avez pas ce niveau, on vous accepte pas. Donc, en fait, c'est restreint finalement l'accès de base. Voilà. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Vraiment, merci pour ton talk, super. Tu as parlé des bootcamps en 3 mois et justement Oui. où il y a une promesse de devenir développeur. Est-ce que finalement le problème n'est pas bien plus profond du fait que on ne considère pas, alors on va dire en France, on considère plus le développeur comme un simple codeur, on considère plus encore aujourd'hui le développeur comme un simple codeur, comme un simple pisseur de code, Ouais. et que c'est pour ça que 3 mois ça suffit et puis ça. Alors, je dirais oui, mais en partie. En fait, le problème, il faut le prendre dans l'autre sens. Je pense qu'on a vu, en particulier en France, qu'il y a tellement de demandes, puisque en France, c'est, je crois, un des pays où on a le plus de mal à trouver des développeurs. On a tellement du mal à en trouver qu'on se dit, OK, on va en former coûte que coûte, et ils vont prendre des tâches exactement de pisseur de code. Je pense que oui, c'est un souci aussi au niveau des entreprises. Si on repense, ça et qu'on se dit ok, mais on veut pas de développeurs comme ça, puisque ces développeurs ils vont être mauvais pour nous et ça va être mauvais aussi pour eux pour la révolution. Effectivement, ça réglerait tout, mais sur un point de vue financier, ça a du sens, puisque ces développeurs qui vont être payés moins, ces développeurs qui vont être prêts très rapidement. Donc ça répond à une demande, ça va boucher finalement le fossé un peu, toute la demande qu'on a pour les développeurs. Mais effectivement, oui, c'est un problème des entreprises aussi, je pense. D'autres questions? Bonjour, Bonjour. merci pour le talk, super. Au début, tu parlais de l'éducation nationale et tu parlais de à quel point c'était difficile à ton époque d'apprendre ce que tu aimais faire en hobby. Oui. De nos jours, surtout dans les pays scandinaves, on voit que c'est de plus en plus enseigné, de plus en plus tôt. Oui. Est-ce que tu penses que les améliorations au niveau de ce qui est enseigné après en études supérieures et tout peut venir d'une meilleure compréhension grâce au fait que c'est enseigné à tout le monde de manière un peu comme les maths au niveau collège, lycée, même école primaire, des choses comme ça? Alors ça peut aider, et ça aide effectivement. Après, je pense que le rôle de l'éducation, ça va vraiment être de stimuler la curiosité et de permettre d'évoluer grâce à ça. Donc c'est quelque chose qu'ils ont bien compris, puisqu'ils enseignent le développement, mais aussi et surtout, ils vont se concentrer sur les différentes motivations, sur les différentes passions de chacun. Et les pays scandinaves, en fait, vont vraiment éveiller la curiosité. Donc oui, effectivement, ça aide, mais c'est pas que ça qui aide. Une dernière question. Merci pour cette présentation. Qu'est-ce que tu penses des initiatives comme Simplan qui vont chercher des gens qui connaissent pas du tout le code, qui sont aussi socialement défavorisés?
Oui, alors j'avais recherché aussi, comme je vous ai dit, j'ai passé bien un an à chercher toutes les options, donc j'en ai cherché en premier en France. Simplon, sur le plan social, c'est une initiative qui est formidable, puisque ça va aider des personnes dans des situations extrêmement horribles, par exemple des réfugiés, à trouver un travail de développeur. Par contre, sur le plan technique et sur le plan éducationnel, j'ai pas l'impression que ça change les problèmes dont j'ai parlé. Et même pire, puisque le financement, il est... alors, je connais pas le business model exact, mais je crois que c'est un financement en partie par l'État. Donc du coup, il y a encore moins d'incentives financiers puisque l'argent est déjà là. Par contre, sur le plan social, je trouve ça formidable. Merci Alexandre. Merci.